Alors, dans cette capsule-ci, on va aller commencer à étudier notre optique géométrique. On va le faire en considérant la loi de la réflexion. On va regarder d'abord, de façon générale, il y a deux sortes de réflexion. Il y a une réflexion qu'on appelle la réflexion spéculaire, qui vient du mot latin speculum, pour miroir. Imaginons une surface parfaitement lisse, mais parfaitement lisse. Un rayon incident est réfléchi en obéissant à la loi qu'on va regarder tout à l'heure. L'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion, de sorte que toute la lumière devrait être réfléchie dans cette direction-là. Des surfaces comme ça, en réalité, ça n'existe pas dans la nature, ça n'existe même pas dans l'industrie. J'ai travaillé pendant 20 ans à concevoir et fabriquer des systèmes optiques. J'ai acheté des miroirs qui m'ont coûté 5 000 ou 10 000 dollars US. Et des miroirs parfaits comme ça n'existe pas. On tend à s'en rapprocher le plus possible, bien évidemment. Or, une autre sorte de réflexion, c'est la réflexion diffuse. Alors, imaginons un peu une surface rugueuse. À chaque endroit, la loi de la réflexion est rencontrée, mais comme la surface est rugueuse, ben, les rayons partent dans à peu près n'importe quelle direction. Vous voyez ici, on essaie de représenter le mieux possible un parfait miroir. Le rayon doit passer dans de la poussière ici, et on le voit seulement parce qu'il y a de la poussière. Donc, il y a de la poussière qui retourne de la lumière dans la direction de la caméra. S'il n'y avait pas de poussière dans l'air, on ne verrait rien du tout. On ne verrait pas la ligne du laser. Ici, on a au contraire la réflexion sur une surface diffuse, une pièce de métal, un morceau de bois, enfin à peu près tout. Même les miroirs à 5 ou 10 000 dollars. Ben, on voit qu'il y a une partie de la lumière qui vient dans la direction de la caméra qui explique ce point intense-là qu'on voit. Alors, une réflexion diffuse. Je vais introduire rapidement de la terminologie sur laquelle on va revenir très souvent dans ce cours-ci, mais notamment tout à l'heure, on va vouloir voir les images formées par des miroirs. Alors, on va parler ici d'abord des objets, des images. Un objet réel est éclairé, il reçoit de la lumière, ici présumément la lumière du soleil, et il va réfléchir la lumière dans des directions selon un cône divergent de rayons. On a ici une ampoule qui est aussi un objet réel qui émet de la lumière dans différentes directions. Elle en émet dans toutes les directions. Mais ici, on ne considère que les rayons qui sont capturés par une lentille. Et on a un plan image. Là, image. Dans notre terminologie, on aura des objets réels. Un objet réel est un objet qui émet un cône de lumière divergent. On aura un objet virtuel qui n'existe pas vraiment, des rayons convergents. Un objet comme ceci aura pu être causé par un système optique qui précède celui-ci et qui fait converger des rayons. Image réelle quand les rayons convergent, image virtuelle quand les rayons divergent. On va revenir là-dessus à différents moments. Alors, voici donc pour notre loi de la réflexion. On montre ici un rayon incident. On se représente la lumière comme des rayons perpendiculaires à des fronts d'onde. Un rayon incident sur une surface. Localement à cette surface, on a la normale. Il y aurait des normales partout. Et si la surface était courbe, ben, on aurait des normales qui pointent dans toutes sortes de directions. Le rayon incident et la normale forment un plan qu'on va appeler le plan d'incidence, et le rayon réfléchi, le rayon I2. La loi de la réflexion contient deux parties. Les rayons incidents et réfléchis I1, I2 et la normale forment un seul et même plan. Le rayon, l'angle d'incidence θ est égal à l'angle de réflexion θ'. Vous aurez peut-être vu cette loi-là en mécanique concernant les balles de billard. Quand on envoie une balle de billard sur un mur, l'angle d'incidence va être égal à l'angle de réflexion. On prouve cette loi-là de multiples façons, on va en voir une tout à l'heure.
Euh, mais on la prouve aussi en électromagnétisme classique en appliquant la loi de la conservation de la quantité de mouvement. Alors, je vais traiter d'un exemple, l'exemple 5.2. Dans cet exemple-là, que je vais aller regarder avec vous dans le manuscrit, dans l'exemple 5.2, on nous dit qu'on a deux miroirs qui sont placés pour former un angle phi entre eux de 100 degrés. Un rayon T est incident avec l'angle θ1 qui est égal à 40 degrés et on demande la déviation totale de ce système-là. On va retourner à nos diapos pour mieux voir en quoi ça consiste. D'abord, l'angle d'incidence, c'est toujours l'angle entre le rayon incident et la normale. Quelquefois, dans des exercices, on vous donnera cet angle-ci, l'angle complémentaire, mais il ne faut pas se laisser guider dans de fausses directions. Par définition, l'angle d'incidence, c'est l'angle entre la normale et le rayon. L'angle de réflexion, c'est l'angle entre la normale et le rayon. On veut connaître la déviation. Qu'est-ce que la déviation? Ben, prenons la direction du rayon s'il n'avait pas rencontré de miroir et la direction après réflexion. La déviation, c'est ce changement-là. Donc, entre sa direction d'incidence et la direction réfléchie. On a donc maintenant deux miroirs. Il y aura une première déviation delta 1, une déviation delta 2. La raison pour laquelle je veux traiter cet exemple-là, il y a un autre qui suit, c'est pour vous montrer qu'en réalité, on va seulement utiliser des choses très simples. Il y a toujours 180 degrés sur une droite. La somme des angles d'un triangle, c'est 180 degrés. La définition d'un angle complémentaire. Et en géométrie d'Euclide, les angles alternes internes sont égaux. On va toujours retomber sur des petites choses comme ça. Alors, je vais aller regarder avec vous une solution que je vous ai donnée dans un document PDF. Je le regarde ici en Word. Bon, mon astuce que j'ai trouvée pour avoir un curseur dans Word, c'est de déplacer cette petite forme-là que vous allez retrouver très, très souvent. Donc, voici notre problème. On veut calculer la déviation totale. Bien, la déviation, ça va être la somme de delta 1, déviation 1, et déviation 2. La déviation 1, ben, c'est le 180 degrés de la droite, si le rayon avait continué, moins ces deux angles-là. Donc, la déviation ici, 180 moins 2 θ1. On connaît θ1 qui est 40 degrés, donc c'est facile à calculer. La déviation serait 180 moins 80, donc 100 degrés. La déviation 2, pour les mêmes raisons, c'est le 180 degrés qu'il y aurait eu sur cette droite-là, moins les deux angles θ2. Maintenant, ça va nous obliger à trouver quelle est la valeur de θ2. On donne ici pour phi, l'angle entre les deux miroirs, 100 degrés. Alors, on va aller regarder rapidement θ2. Vous allez voir, ça peut paraître long à faire, mais on va toujours retomber sur nos pattes en agissant ici. Donc, θ2, c'est l'angle qui, par définition, θ2, c'est l'angle entre le rayon et la normale. La normale, c'est 90 degrés. Donc, θ2, qui est cet angle-ci, par la loi de la réflexion est égal à cet angle-ci. θ2, c'est le 90 degrés de la normale, moins bêta. Donc, on a θ2 égale 90 moins bêta. Mais là, il faut connaître bêta. Alors, pour bêta, on va appliquer le fait que 180 degrés forment la somme des angles d'un triangle. Donc, bêta est égal à 180 degrés moins phi, dont on nous dit qu'il est égal à 100, moins alpha. Alors, pour alpha, il va falloir aller calculer alpha. Alpha, c'est l'angle complémentaire. On a la normale ici. Donc, alpha est égal à 90 moins θ1. Ensuite, en appliquant tout ça, on trouve alpha est égal à 50. On remet cette valeur-là ici. On va voir bêta est égal à 30. On entre dans la définition de θ2. On trouve θ2 est égal à 90 moins 30, 60 degrés. Et on va aller appliquer à delta 2 est égal à 180 moins 2 θ2. On trouve 60 degrés. On avait calculé delta 1 et on trouve que la
déviation totale est de 160 degrés. Alors, je le répète, on a juste appliqué des choses très, très simples ici. Pour continuer à appliquer un peu notre loi de la réflexion à un système, à quelque chose d'un peu plus compliqué, je vais aller regarder avec vous le problème 5.10 à la page 181 de votre manuscrit et je vous en ai donné une solution aussi dans les documents PDF. Alors, dans ce problème-là, on a un prisme qui n'est pas déposé à plat sur une table, qui a un certain angle par rapport à la verticale. On a deux rayons incidents, un de chaque côté du prisme, qui sont incidents de façon parfaitement perpendiculaire, verticale. Chacun est réfléchi en obéissant à la loi de la réflexion et on demande de montrer que l'angle phi est égal à alpha sur 2 où alpha est la différence de direction entre les deux rayons réfléchis. Alors, je vais aller regarder la solution que je vous ai donnée de cet exercice-là. Alors, l'idée, ça va être la suivante. Je vais commencer par l'idée de base. On a deux rayons qui attaquent ici. Mettons que je me représente un cercle de 0 à 360 degrés. Les deux rayons sont incidents verticalement. Il y a un rayon que je vais appeler I1 qui part à gauche, un rayon que je vais appeler I2 qui part à droite. Et ce rayon-ci, I1, va être égal à 0 plus la déviation, plus cet angle-ci qui est égal à 2 fois l'angle d'incidence. Le second rayon, I2, va être égal à 360 degrés moins cet angle total ici. Et la différence, ben, ça va être I2 moins I1. Alors, une façon simple de commencer serait la suivante. Représentons-nous le prisme comme posé à plat, à l'horizontale. On aurait ici, on divise le prisme en deux. On a un rayon qui est incident ici. Par la loi de la réflexion, on va être réfléchi avec un angle de réflexion égal à l'angle d'incidence. Si je peux calculer la somme de ces deux angles-là, ben, j'aurais répondu à ma question ici, de même pour de ce côté. Alors, comment je vais faire? Cet angle-là, c'est le 90 de la normale, moins l'angle complémentaire ici. Cet angle complémentaire-là, quel est-il? Par alterne interne, il est égal à phi sur 2. Alors, j'ai séparé le prisme en deux parties. Il y a phi sur 2. Par alterne interne, l'angle complémentaire ici, phi sur 2. Par conséquent, l'angle d'incidence est 90 moins phi sur 2. Et par la loi de la réflexion, l'angle de réflexion est également égal à 90 moins phi sur 2. Vous auriez la même chose de l'autre côté. Maintenant, dans la réalité, notre prisme est tourné d'un angle quelconque que j'ai appelé psi. Alors, quand on a tourné le prisme vers la gauche, selon la feuille, ben, notre angle ici, complémentaire, a été diminué de psi, tandis que celui-ci a été augmenté de psi, de sorte qu'ici, j'ai 90 moins cet angle-ci, moins phi sur 2 moins psi, qui devient donc 90 moins phi sur 2 plus psi. De l'autre côté, j'avais donc 80 phi sur 2 plus psi, 90 moins phi sur 2 moins psi, et on va multiplier chacun de ces angles par 2. Or, le rayon I1 sort à 0 plus 2 fois l'angle d'incidence. Le rayon I2 sort à 360 moins 2 fois l'angle d'incidence. Et l'angle alpha entre les deux rayons, ben, c'est l'angle de I2 moins l'angle de I1. On fait tout ça. Vous voyez, tout ça, c'était fait très, très simplement. Et on arrive à montrer que alpha est égal à 2 phi, par conséquent, phi est égal à alpha sur 2, ce qu'il fallait démontrer. Or, j'ai fait ces deux exemples-là, vous en avez d'autres à faire par vous-même, pour vous montrer qu'en fait, on peut toujours retomber sur nos pattes. On n'a pas besoin de se bourrer le crâne de formules. Des petites choses simples et un dessin, un schéma vont vous aider à résoudre toutes les situations. On va retourner à nos diapos.
Un exemple intéressant de réflexion de deux miroirs, ou en fait quatre miroirs, ben, c'est les rétroréflecteurs. Le rétroréflecteur que vous avez sur vos vélos sont faits en sorte que l'angle d'incidence par rapport au miroir va faire en sorte que la lumière est réfléchie sur elle-même, donc dans le cas présent, vers le conducteur de la voiture automobile. Vous avez un type de rétroréflecteur très, très particulier qui a été déposé sur la Lune lors d'une des missions Apollo. Or, ce rétroréflecteur-là a été déposé sur la Lune et épisodiquement, on l'éclaire depuis la Terre avec des rayons laser. Et connaissant le temps, bon, la lumière se rend au rétroréflecteur et revient vers la Terre. Connaissant le temps de vol entre l'émission du rayon et sa détection-retour, et connaissant la vitesse de la lumière, qui est à peu près 2,997 fois 10 à la 8 mètres par seconde, connaissant le temps et la vitesse, on peut mesurer la distance. On mesure maintenant la distance à la Lune, qui est à peu près 384 400 km. On la mesure à environ 10 cm de précision, étant donné ce rétroréflecteur qui a été déposé lors d'une des missions Apollo. Donc, on vient de voir la loi de la réflexion. Je n'irai pas beaucoup là-dessus, mais un contemporain. Bon, pour Newton, la lumière était faite de petites billes qui étaient lancées et qui obéissaient à la loi de l'angle d'incidence égale l'angle de réflexion. Pour expliquer la réflexion, ça allait très bien. Pour expliquer la réfraction, on va en reparler un peu plus loin, ça devient un peu plus compliqué. Un contemporain de Newton qui s'appelait Huygens, lui disait que non, la lumière était faite d'ondes. Imaginez des fronts d'ondes qui s'en viennent et ces fronts d'ondes se reperpétuent eux-mêmes constamment et continuent sur une direction. Et au moment d'être réfléchis, ben, ils vont, pour conserver leur forme, on va encore là démontrer que la loi, l'angle d'incidence égale l'angle de réflexion. Mais il y a une autre preuve de l'angle d'incidence égale qui a été mise au point par Fermat. Fermat, c'est un mathématicien contemporain de Blaise Pascal dans les années 1620-1630. Ces deux mathématiciens-là, français, Blaise Pascal et Pierre de Fermat, sont à l'origine, entre autres, de la pensée et de la théorie des statistiques. Mais ici, on va regarder le principe de Fermat, il est très intéressant. Fermat dit que la lumière peut passer d'un point A au point B, mais avec l'obligation de toucher le miroir. Donc, on interdit à la lumière de se rendre directement de A en B. Fermat dit que la lumière va suivre le parcours qui minimise la durée. C'est pas rien, c'est très important comme principe et qui va revenir partout en physique. On va aller voir la démonstration de ceci que je vous ai rendu disponible et c'est le genre de choses sur lesquelles vous pouvez être questionné dans un examen. Or, l'idée, donc, c'est que la lumière devrait pouvoir passer d'un point à un autre en minimisant le temps de passage. Alors, comment on va faire ça? Ben, on va trouver le temps de passage du point A au point B en fonction, parce qu'on ne sait pas à quel endroit la lumière, le rayon va frapper le miroir, c'est en B. Il peut frapper le miroir n'importe où, ici, et on va prendre le point d'incidence qui va minimiser la durée. Une durée, ben, ça va être une distance divisée par une vitesse. La vitesse étant c, la vitesse de la lumière. Or, on va dire, selon ce trajet ici, ça va être l'hypoténuse ici, la racine carrée de a carré plus x carré, plus l'autre trajet qui est l'hypoténuse, racine carrée de b carré plus l moins x au carré. Ça, c'est le temps divisé, ben, c'est ce trajet-là divisé par la vitesse de la lumière. Comment trouve-t-on? Donc, on voit que le temps, la durée, dépend de l'endroit où le rayon va frapper le miroir.
dépend à quel endroit le rayon va frapper le miroir. C'est une fonction de x. Ben, pour trouver le minimum d'une fonction, on dérive la fonction. Je vais vous laisser le plaisir de vérifier votre calcul différentiel. Vous validerez que ce que j'ai trouvé comme réponse, c'est bien la bonne réponse. On trouve la dérivée et on met la dérivée égale à 0 et on trouve la valeur de x pour laquelle la dérivée égale 0. C'est comme ça qu'on trouve le minimum ou le maximum d'une fonction. Et vous allez trouver qu'il faut que cette expression-ci soit égale à celle-ci. Mais ça, si vous regardez x sur l'hypoténuse, revenons ici, x sur l'hypoténuse, ou x sur l'hypoténuse, c'est le sinus de θ1, et L moins x sur l'hypoténuse, c'est le sinus de θ2. On vient donc de prouver que l'angle d'incidence égale l'angle de réflexion en disant que le principe de Fermat, c'est que ça va arriver, ça, quand c'est le trajet qui minimise la durée. Je mettrai le lien dans Colnet, mais vers 1965, il y a un mathématicien qui est allé à la plage avec son chien, et les mathématiciens sont des êtres à part. Alors, le mathématicien lance une branche dans l'eau et il voit son chien partir à courir sur le sable et ensuite vers l'eau, mais non pas en direction directe vers la branche. Il réessaye quelques fois et à chaque fois, le chien fait un drôle de parcours avant d'entrer dans l'eau. Alors, le mathématicien, comme les mathématiciens sont des êtres à part, revient quelques jours après avec un galon à mesurer et un chronomètre et un calepin pour prendre des notes. Et il refait l'expérience à plusieurs reprises. Et en comparant la vitesse, la distance parcourue dans le sable avec la distance parcourue dans l'eau et en ayant mesuré la vitesse dans le sable et la vitesse dans l'eau, il va voir que le chien a obéi au principe de Fermat, mais cette fois-ci pour la réfraction. On verra ça un petit peu plus tard. Donc, la réfraction expliquée par le principe de Fermat. La loi de la réflexion, pardon. La loi de la réflexion peut également être expliquée par la théorie quantique. On va parler de ces choses-là beaucoup plus tard. Mais dans un livre assez formidable de Richard Feynman, où il explique, donne des idées sur la théorie de l'électrodynamique des champs, électrodynamique quantique des champs, il nous dit que finalement, la lumière, la façon de la comprendre, c'est que la lumière emploie vraiment tous les chemins. Elle emploie tous les chemins, toutes les possibilités. La fonction qui décrit le trajet de la lumière, c'est une fonction qui contient tous les trajets possibles, donc toutes les histoires possibles. Chacune étant représentée par des vecteurs, et on voit qu'ici, dans les trajets ultimes, le trajet qui aurait passé par K avant de se rendre à P, ou par L pour se rendre à P, on voit que ces vecteurs-là tournent et s'annulent mutuellement. Les premiers, on serait passé par A avant de se rendre à P, et ainsi de suite. De même, tous ces vecteurs-là s'additionnent et s'annulent mutuellement. Les seuls qui contribuent de façon importante au trajet sont ceux où, justement, on est en train de retrouver la loi de la réflexion. L'angle d'incidence égale l'angle de réflexion. Alors, ceci était pour vous dire que derrière la loi de la réflexion, il y a des choses qu'on peut trouver extrêmement profondes. Dans notre prochaine capsule, on va aller regarder les images fabriquées par des miroirs, comment les miroirs nous donnent des images, et on va étudier quelques cas spécifiques.